Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Aujourd'hui, nous allons recevoir la présidente de la Fondation, Fabienne Colas, docteur Fabienne Colas, puisqu'elle a récemment reçu un prix honoris causa, un doctorat honoris causa de l'Université Concordia. On en parlera, mais on parlera surtout de ces deux festivals dans la faune montréalaise qu'elle a créés, le festival Film Black et le festival Haïti en folie, qui aura une édition spéciale cette année, puisque c'est une édition en hommage à Haïti, à la commémoration de l'indépendance d'Haïti. Ne bougez pas, n'oubliez pas de partager, de réagir, parce que nos invités se font toujours un plaisir de répondre à vos questions et à vos réactions. Nous avons avec nous Fabienne Colas, c'est un immense plaisir de te recevoir sur notre plateau. Tu as créé, Fabienne, deux festivals majeurs, le festival Film Black et Haïti en folie. On va y revenir. D'abord, bienvenue sur notre plateau. Merci Pierre-Emmanuel, merci beaucoup de l'invitation. Fabienne Colas, on va commencer par le commencement. Je devrais commencer par dire docteur Colas. Puisque depuis le mois dernier, tu as reçu un prix, un doctorat honoris causa de l'Université Concordia, excusez du peu. Et Fabienne, qu'est-ce que ce prix t'a fait? Qu'est-ce que tu as ressenti? Mais premièrement, je n'en croyais pas mes oreilles et quand on m'a appelé pour me l'annoncer, et c'est le président de Concordia lui-même qui m'a appelé, Graham Carr. Alors c'est assez drôle comment c'est arrivé. Pendant le mois de l'histoire des Noirs, j'étais complètement débordée avec tout plein de choses. Et puis, parce qu'on a différentes activités qui se passent à Toronto, à Halifax, à Montréal, un peu partout. Et puis, je suis sollicitée de toutes parts pour des conférences, des panels et tout. Donc, je regarde très peu mes courriels, très peu mes emails. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Je fais un suivi sur l'email que je vous ai envoyé il y a quelques semaines. » Oh, bah j'ai email ça. Donc, je me dis, ah bon, il dit mon email ci-dessous. Donc, regardez l'email ci-dessous. Et puis là, je vois que c'est important et que le président de Concordia aimerait me parler, c'est quelque chose d'important. Mais on ne me dit pas c'est quoi. Et là-dedans, je vois qu'il y a au moins 6 ou 8 personnes de Concordia de copier dans le courriel, dans le email. Puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est quelque chose de majeur. Donc, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qui ça me doit faire que je ne connais, qui fait que je suis peut-être dans le pétrin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me rappelle avoir dit, excusez-moi, je viens de voir votre courriel pour la première fois, j'ai manqué l'autre, merci d'avoir fait du suivi. Et oui, est-ce que vous pouvez au moins me dire de quoi il s'agit et qui je dois copier dans mon équipe? Parce que quand je vois qu'il y a 6-8 personnes ici et on veut se préparer pour ce meeting, cet appel. Et tu veux savoir s'il faut aussi prévenir ton avocat? Je pensais vraiment que j'étais dans le trouble. Et j'ai dit, donc est-ce que vous pouvez au moins avoir l'obligeance de me dire de quoi il s'agit, s'il vous plaît, pour qu'on puisse se préparer avant cet appel? Et c'est là qu'ils disent, ah non, c'est quelque chose de très privé, nous, on ne peut pas discuter de ça, et c'est entre vous, et ça va être entre vous et le président. Donc, tout le monde qui est copié ici, c'est pour des fins administratifs, donc nous ne serons pas dans l'appel, etc. En tout cas, c'était quelque chose qui avait l'air assez important. J'ai dit oui, je suis disponible, donc demain matin, 9h, pas de problème pour la discussion. C'était une discussion téléphonique. Et puis, demain matin, 9h du matin, j'étais devant mon téléphone, devant mon cellulaire, à 9h pile, pas 9h 1 minute, pas 8h59, à 9h pile, je reçois l'appel. Et je ne savais pas trop sur quel pied danser parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait du tout. Je prends le téléphone et le président qui dit oui, c'est Graham Carr. Je dis oui, monsieur Carr, j'attendais votre appel et tout. Et là, il commence à me parler que c'est les 50 ans de Concordia et que il y a, à cette occasion-là, il y a un gros comité qui se réunit. Je ne me rappelle pas combien de fois par année. C'est un comité très prestigieux et tout ça, qui est là pour donner des distinctions aux gens. Mais on ne parle pas de doctorat là. Dans ma tête, c'était clair qu'on m'invitait à faire partie du comité. Et je pensais qu'il essayait de dire, est-ce que tu voudrais faire partie du comité pour nous aider
à identifier des gens spectaculaires, phénoménaux, des gens importants ou des gens de la diversité pour remettre un prix honorifique. Dans ma tête, c'était ça. Et là, pendant qu'il me parlait, et puis il parlait beaucoup du comité, du travail du comité, de l'importance du comité, et puis de la rigueur du travail du comité. Et là, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'espère seulement qu'il n'y aura pas beaucoup de candidatures à évaluer, ou etc., parce que j'ai tellement pas de temps. Donc, c'est à ça que je pensais que si j'allais faire partie du comité, qui va choisir les gens. Et il m'a dit, ben, d'ailleurs, le comité s'est réuni. Et là, je me suis dit, oh, en plus, ils se sont réunis pour me choisir dans le comité. Ah, c'est extraordinaire! Et puis là, il dit, et ils vous ont choisi aussi pour vous donner un doctorat honorifique. Tu avais perdu la parole. Mais j'ai tellement, comment je peux dire, j'étais sans voix parce que c'est pas du tout à ça que je m'attendais pour cet appel. J'étais loin de là. Et puis je me rappelle lui avoir dit, mais mon Dieu, quel honneur, mais qu'est-ce qu'on répond à ça? Je lui ai dit carrément, qu'est-ce qu'on répond à ça? Et puis il m'a dit, j'espère que vous dites oui. Et puis voilà, c'était un honneur extraordinaire. Et c'est d'autant plus un grand honneur parce que j'étais la première fille née en Haïti, la première personne née en Haïti à recevoir un doctorat honorifique sur Honoris Causa de l'Université Concordia. Ouais. Ceci, justement, nous amène à nous rapprocher un peu du commencement, c'est-à-dire l'histoire de Fabienne Cola. Puisque tu dis que tu es née en Haïti, tu es arrivée au Canada à quel âge? Je ne dirais pas. Ouais. Non, mais mon âge est connu, mon âge est partout sur les réseaux sociaux. Donc, je suis arrivée, en fait, je veux dire que je suis née et j'ai grandi en Haïti. Je suis vraiment un produit d'Haïti. Je suis arrivée ici il y a plus d'une vingtaine d'années, donc j'étais dans le début vingtaine. Et avec toute ma naïveté, ma candeur, et j'étais à la conquête de l'Amérique. Je ne savais pas tous les aléas, tous les enjeux socio-économiques qu'il pouvait avoir en Occident, qu'il pouvait avoir au Canada et à Montréal. Je ne savais pas du tout. Pour moi, j'arrive ici sur une terre où tout le monde est gentil, tout le monde est content, c'est la joie de vivre. Et puis il y a une diversité incroyable dans les rues. Tu vas sur la rue Sainte-Catherine, tu vas sur le boulevard Saint-Laurent, tu vas partout sur la rue Crescent. Écoutez, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette ville? Mais c'est quoi cette ville-là où il fait bon vivre? Je dis, c'est le plus grand secret. Il faut le garder secret, sinon le monde entier va venir ici. C'est fou. Et puis, donc c'est comme ça que ça a commencé. Je suis vraiment tombée littéralement amoureuse de Montréal. Et sans savoir que ma carrière d'actrice que je voulais, parce qu'à l'époque, j'étais déjà une actrice très connue dans mon pays, très récompensée, reconnue et tout, à succès en fait, sans savoir que cette carrière que je voulais reproduire ici n'allait jamais arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 20 ans, il n'y avait pas de Black Lives Matter. Il n'y avait pas des mots diversité et inclusion. Il n'y avait pas tous ces programmes, des incubateurs pour les jeunes artistes noirs. Il n'y avait pas de programme de financement pour les gens racisés. Il n'y avait pas tout ça. Il y a 20 ans, c'était tout un autre monde ici. C'est un monde où le milieu du cinéma et de la télévision était hyper fermé aux gens qui arrivaient, aux gens qui ne ressemblaient pas à cette majorité qui est ici. Donc, c'était quasiment mission impossible pour moi de trouver ma place. Le milieu est encore toujours très fermé. Il y a des ouvertures, c'est ça la vertu aussi des débats que certains espaces ont créés, entre autres le festival Film Black. Est-ce que c'était comme une réponse à cette fermeture, à cette porte fermée à laquelle tu t'es cogné, tu t'es dit, je vais essayer moi-même d'ouvrir une porte? Ah ben totalement. Totalement, parce que ça a commencé parce que je pouvais pas rentrer vraiment. Je trouvais des rôles ici et là, mais rien de majeur ou de continu. J'ai pu faire des apparitions ici et là dans quelques séries comme Watatata, par exemple, quelques films, etc., comme Comment conquérir l'Américaine Nuit de Daniela Ferrière, entre autres choses. Mais c'était la carrière que je cherchais. Je savais très bien que ça n'allait pas arriver parce que je n'avais même pas la chance de prouver que j'étais bonne ou pas bonne actrice. Parce que je n'avais pas la chance d'auditionner pour des rôles importants. Donc, quand on a eu l'idée de dire on va amener des films d'Haïti ici à Montréal, pour les passer, pour les montrer au public québécois,
Et aussi, quelque part, je me suis dit, mais quelqu'un va voir ces films, et comme je joue dans certains d'entre eux, et va dire, mais cette petite-là, elle est pas si mal, on va lui donner une chance d'auditionner. Malheureusement, il n'y a aucun festival qui voulait de ces films. J'ai même pas eu un espace pour passer ces films-là. Et c'est là qu'on a dit, on va recréer la Fondation Fabienne Cola, qui existait en Haïti pour une autre mission, qui était tombée inactive quand je suis venue ici. Et l'idée, c'était de dire, on va créer un pont pour promouvoir la diversité et l'inclusion ici. C'est vrai, la première édition du festival était en fait Festival du film haïtien. Oui, c'était en 2005, je me rappelle, c'était en décembre 2005 à l'époque. Et c'était, on n'osait même pas appeler ça festival à l'époque, c'était un week-end de cinéma haïtien. Et on avait passé 3 films en 3 jours, c'était au Cégep Saint-Laurent, 800 places à chaque fois, à guichet fermé. On avait fait venir Sacha Parizeau, je me rappelle, Réginald Lubin, Tonton Bichard, moi, etc. On était là. Des figures du cinéma haïtien. Mais entre-temps, en parlant de ça, Fabienne... Et c'était un succès incroyable, je voulais te dire que depuis le début, les Haïtiens à l'époque, parce que ça a commencé avec les Haïtiens, ils ont bravé la tempête, parce qu'il y avait tempête de neige littéralement, ils sont venus et on a eu 3000 personnes en 3 jours, c'était incroyable. Je me rappelle, tu nous avais amené à la radio Réginald et Smoy, qui était aussi Smoy était venu la deuxième édition. Alors, Fabienne, ceci justement nous amène à parler de ce parcours. On est à quelle édition déjà du Festival Film Black? C'est 17e? Cette année, en fait, il y a le Festival Haïti en folie cet été. Qui va je veux dire pour le Festival Film Black. 18 ans, mais on a fini ça avec le Festival du Film Black, c'est 20 ans. C'est 20 ans. On fête les 20 ans en septembre 2024. Du Festival Film Black. Ça fait déjà 20 ans que tu penses ça. Durant ces 20 années, le festival a fait un chemin incroyable. Et on a vu défiler des figures importantes du monde du cinéma et du spectacle noir à Montréal. Entre autres, Danny Glover, mais de Danny Glover à notre Spike Lee. Comment les gens... On a l'impression que le Festival Film Black est plus devenu de la militance qu'autre chose. Mais je pense que dès le départ, c'est créé d'une frustration, ce festival-là. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, c'est à partir de frustration. Et c'est pour ça que je dis souvent, surtout aux jeunes, mais à tout le monde, c'est bien d'être frustré. Canaliser. C'est bien d'être frustré parce que ça vous permet il y a une prise de conscience de quelque chose qui nous dérange, qui ne va pas bien, mais il ne faut pas rester frustré. Il faut utiliser et canaliser cette frustration pour transformer ça en une action positive, pour s'en servir comme levier pour aller plus loin, mais toujours dans la positivité. Toujours faire quelque chose qui soit va rendre service à une communauté, à notre environnement, etc. Donc c'est ainsi que cette frustration que j'avais une frustration que comment je peux avoir accompli tout ça chez moi, dans mon Haïti, chérie. J'arrive ici, je veux redonner, je veux montrer notre talent et tout. Et je n'ai même pas la chance de démontrer que j'ai le talent ou pas. Je n'ai même pas la chance d'auditionner pour des grands rôles. Je n'ai même pas la chance d'avoir une chance. Alors c'était frustrant. J'étais triste. J'étais pas juste triste et frustrée. J'étais désespérée. Mais quand je parle de militance, c'est comme s'il y a derrière au-delà de la raison, mais une cause de plus en plus. Oui, il y avait une cause parce que la cause pour moi c'était que si moi, petite fille d'Haïti, j'arrive ici avec tout mon bagage du haut de mes 20 ans et que je ne peux pas rentrer nulle part dans ce milieu-là comme je voudrais, eh bien, j'espère pouvoir aider à ce que d'autres qui viennent après moi n'aient pas à vivre ça. Et puis c'est ainsi qu'on a créé la fondation le premier projet de la fondation était le Festival du film haïtien, qui 5 ans plus tard est devenu le Festival du film black de Montréal et qui est devenu ce mouvement gigantesque qu'on connaît aujourd'hui qui a donné naissance à d'autres festivals de film black à Toronto, Halifax, Calgary, Vancouver, Ottawa. Est-ce qu'il y a un lien avec toi? Mais c'est nous qui avons créé tout ça. Ok. Vous êtes dans combien de villes maintenant? On est dans 6 villes canadiennes, les villes que je viens de citer, et on a créé aussi des événements à New York, au Brésil. En Haïti, on avait créé le Festival du film québécois en Haïti, mais malheureusement, on ne l'a pas repris depuis. Les choses se sont détériorées aussi. Exactement, en Haïti. Donc, c'est pour te dire que
Oui, c'est une cause, c'est encore une cause. C'est le cause de la diversité et de l'inclusion. La diversité, ça fait partie de qui on est aujourd'hui, de nos ADN, de notre société démographique et de notre réalité démographique. Mais l'inclusion, c'est un choix. L'inclusion, il faut faire un effort pour inclure. La diversité, quand on passe et puis on voit tout le monde de toutes les couleurs autour de nous, c'est de la diversité. Mais dans nos milieux de travail, dans nos projets, dans nos milieux de vie, il faut faire un effort d'inclure l'autre. Et c'est ça qu'on promeut dans qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, ça a donné non seulement naissance à d'autres plateformes pour permettre à des artistes de se faire voir, de faire voir leurs films. Et ces films ont des réalités très intéressantes, des réalités importantes à voir. C'est pas seulement... Ah non, il y a des documentaires magnifiques, poignants et tout à fait. On a passé d'ailleurs l'agronome qui parlait de Jean-Dominique, etc. Donc, c'est un lieu qui donne place aussi à des débats, des discussions, des conférences sur des enjeux socio-économiques qui affectent les communautés afrodescendantes. Et c'est pour ça que je dis de plus en plus, on a l'impression que le festival, mais tu me dis, depuis le début c'était ça l'objectif, que le festival prend une tournure de militance intéressante et particulière. On aura le temps, comme je l'avais dit, on la reçoit pour la première fois sur le plateau, mais après, on va recevoir Fabienne sur des aspects très spécifiques de son travail, et en particulier sur ce qui est devenu un rendez-vous incontournable, Haïti en folie. Comment est venue l'idée de Haïti en folie? Ah, c'est extraordinaire. Alors, on faisait le festival du film haïtien à l'époque, et très rapidement, j'ai compris que il y avait de très mauvaises nouvelles qui se passaient dans les années 2005, 6, 7 sur la délinquance qui se passait dans certaines parties de Montréal, Montréal-Nord, etc., avec les gangs de rue et tout ça à l'époque, je me rappelle. Et puis à chaque jour dans les bulletins de nouvelles, il y avait des gangs de rue de Montréal-Nord qui faisaient ça et ça. Aujourd'hui, je suis contente parce que Montréal-Nord est devenu un endroit extraordinaire et puis où il fait bon vivre et puis j'aime y aller et puis on peut manger du bon griot en plus de ça et tout ça. Mais à l'époque, il y avait ce petit clan-là, des petits clans qui faisaient enfin, tout ça, et qui étaient tout le temps en train de faire les nouvelles pour dire qu'il y a des problèmes de délinquance, etc. Et c'est les gangs de haïtiens. Je dis, mais voyons, c'est pas ça la communauté haïtienne. On est plus à l'époque, je disais, on est plus d'une centaine de milliers ici, puis c'est des gens qui font des belles choses, puis la culture haïtienne est où là-dedans, là? Quand j'ai appris que la plus importante communauté noire ici, c'était la communauté haïtienne, je me dis, mais on ne connaît pas que à travers des 30 secondes de bulletins de nouvelles ici et là qui parlent de délinquance, de problèmes, des tirs dans Montréal-Nord, etc. Je dis, mais voyons, il y avait deux types de nouvelles qui mobilisaient les bulletins de nouvelles. C'était la mafia et puis c'était les gangs de rue. Et je dis, non, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on puisse montrer qui on est vraiment. Et c'est ainsi que je me suis dit, le festival du film haïtien à l'époque, c'était des films, c'était des discussions. C'était plutôt... oui, on pouvait rire avec ces films-là, parce qu'il y avait des comédies aussi, mais c'était plutôt sérieux. Et je me suis dit, ça nous prend un espace où la culture haïtienne peut vraiment exploser, montrer son intensité, et ça prenait du plein air. Ça prenait des espaces verts, ça prenait un parc. Et c'est ainsi que je me suis dit, il faut montrer notre folie aussi parce qu'on nous prend pour des gens très sérieux, et on est plus relax que ça, nous les Haïtiens. On a un sens d'autodérision, on danse beaucoup, on chante beaucoup à toutes les occasions. Et c'est ça Haïti en folie. Haïti en folie, c'est viens en bâtonnelle là, sous la tonnelle, viens manger. On mange ensemble, on mange un petit morceau de griot, on a dansé, on a boire, on punch, c'est ça, la culture haïtienne aussi. En même temps, il y a une foire du livre qui cohabite là, il y a une foire culinaire à côté, il y a une foire artisanale, il y a la musique qui prend toute la place, mais à côté, il y a tout plein de choses dans Haïti en folie. Donc, c'était important pour nous. On a commencé au Parc La Fontaine, au Théâtre de Verdure, et très vite, le Théâtre de Verdure est devenu un petit peu trop petit. Donc ils nous ont dit, mais écoutez, le Parc La Fontaine c'est grand, l'arrondissement nous a dit, on va vous mettre ailleurs dans le parc pour que vous preniez toute la place qui vous revient. Et c'est une belle histoire avec le bateau Mont-Royal. Mais vous êtes au-delà du parc, vous avez pris les rues de Montréal. Oui, parce que nous avons un gros défilé rara. Alors, je sais que tu fais allusion
à ce défilé rara qui est d'ailleurs une pratique ancestrale, traditionnelle chez nous en Haïti, où la particularité, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, c'est que on commence, c'est des bandes à pied, des bandes de musiciens qui ont des instruments de musique traditionnelle, oui. Ils commencent dans leur petit quartier à faire un petit peu de musique, etc. 2-3 curieux s'amassent. Après, ils commencent à marcher. 2-3 autres s'amassent. Et de quartier en quartier, de rue en rue, une immense les gens arrivent. Et à la fin, ça devient quelque chose. Là, plein de gens se joignent à la fête. Donc, je dis toujours que le défilé rara est en folie. Et le défilé rara en tant que tel, c'est le seul défilé où on ne fait pas que regarder, on entre dedans. Donc c'est ça le défilé. On embarque. On embarque. Alors il y a cette année quelque chose de particulier. Tu as choisi d'aller, c'est toujours Haïti, au cœur d'Haïti en folie, mais tu as choisi de donner une importance particulière à l'histoire d'Haïti. Puisque le thème c'est autour de la commémoration de l'indépendance. Oui, parce que ça fait 220 ans d'indépendance d'Haïti cette année. Haïti vit un chaos sans aucune mesure là. Et je trouvais que c'était important de se remémorer qui on est vraiment. C'était quoi l'histoire d'Haïti, on vient d'où, comment on est arrivé là. Et de ne pas oublier, surtout pour les générations qui sont nées ici, qui viennent d'arriver, pas qui viennent d'arriver, mais qui sont nées ici, qui sont un petit peu déconnectés de la réalité haïtienne. De moins en moins, remarque. Les parents de notre génération font de plus en plus leur travail. Ah, ok, pour connecter. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui connaissent pas autant que nous qui sommes nés en Haïti. Mais tu as raison aussi, et ça, Haïti fait un peu honte, puisque tout ce qu'on voit, c'est une violence incroyable. Comment tu vis ça, justement? C'est difficile parce que on est là pour montrer la beauté d'Haïti, on est là pour montrer les plus belles découvertes culturelles d'Haïti, que ce soit à travers la littérature, les expériences culinaires, l'artisanat, que ce soit à travers les artistes qui chantent et dansent, le cinéma même, les discussions, des panels. C'est vraiment une expérience 360, Haïti en folie, et majoritairement gratuit. On a une seule activité qui va se passer en salle et qui est payante, mais tout le festival est gratuit. Et ça fait mal, pendant qu'on fait ça, de savoir qu'en Haïti, ça se passe très mal en fait. Mais je me rappelle toujours dans ces moments-là de cette phrase que Daniela Ferrière eut à dire en Haïti, au lendemain du tremblement de terre. Il a dit, quand tout tombe, la culture reste. Et c'est cette culture qui nous porte, nous propulse et nous fait penser à Haïti, nous fait remémorer Haïti comme Haïti est vraiment en fait. C'est la seule vraie richesse exportable d'Haïti, c'est sa culture. Absolument, et ça fait quand même des années. C'est dommage qu'on ne l'exploite pas assez, malgré tous les efforts qui sont faits. Le problème, alors là tu ouvres une porte incroyable, et je le dis même quand je suis en Haïti, le problème qu'on a avec le ministère de la Culture en Haïti, évidemment qu'il y a très peu de moyens, mais tout l'argent que le ministère de la Culture d'Haïti est mis dans son carnaval, est mis dans les groupes carnavalesques, dans la musique, rien d'autre. Il n'y a pas d'argent pour le cinéma, pas d'argent pour la littérature, pas d'argent pour rien d'autre en Haïti. Et c'est très dommage. Je sais qu'il y a la Fondation Focale qui fait un travail extraordinaire là-bas. De toute façon, c'est très symptomatique que dans un pays où il y a eu tellement de productions cinématographiques, il y avait une floraison à l'époque, il n'y avait aucune salle de projection. Il n'existe pas de cinéma. Ce qu'on va avoir, tu as cité la Fondation Focale, il y a 2 ou 3 autres endroits. Alternatifs. C'est ça, pour essayer de pallier à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est parce que tout l'argent qui passe dans le gouvernement haïtien, surtout au niveau du ministère de la Culture, que ce soit de l'argent de la coopération internationale pour la culture, etc., tout va dans le carnaval. C'est pas possible. Alors, je sais pas où est-ce qu'ils mettent une partie de l'argent, mais c'est sûr que s'il n'y a rien qui va au cinéma, j'allais dire c'est un vacuum. Quand c'est pas dans les poches de gens, ça va pas vraiment pour développer la culture. Et je mets un coup de chapeau à Focal, parce que on ne travaille pas nécessairement ensemble aujourd'hui, mais je sais qu'ils font un travail extraordinaire là-bas. Ils ont presque pris la place du ministère de la Culture parce que c'est eux qui supportent des artistes
qui doivent faire des choses, des festivals, des trucs en Haïti, etc. Et ça, c'est la place du ministère de la Culture. Absolument. Qui Fabienne est Cola, inexistant. on revient sur Ouais, on laisse le l'événement. côté activiste. On revient sur l'événement le plus proche, Oui. qui est Haïti en folie. Ouais. Et cette année, ça va être majeur parce que tu as fait venir des ténors, pas Ouais. des moindres. Il y a Boukman, mais c'est la première fois que tu... Boukman était déjà là, mais c'est la première fois que tu fais venir Ram. Ram, pour moi, c'est un groupe de musique racine, de musique vaudou haïtien, mythique. Ouais. Un groupe mythique. Avec aussi une dimension internationale. Une dimension internationale très grande, oui, très importante. Donc Ram, pour moi, ça va être une primeur. Ça va être... je n'ai jamais été dans aucun festival. Et avoir Ram et Boukman Experience, qui est un autre gros morceau de la musique haïtienne, qui d'ailleurs, Boukman était un groupe qui a été nommé aux Grammys, il fut un temps. Donc, deux ténors de la musique racine, de la musique vaudou. On ne peut pas célébrer les 220 ans d'indépendance d'Haïti sans penser à mettre le vaudou là-haut, la musique racine, la musique vaudou en avant-plan. Et pour moi, c'était ça. C'était non négociable. Et ces deux concerts vont être quand même gratuits, offerts gratuitement au public, au Parc La Fontaine, les 27 et 28 juillet 2024. Je dis 2024 pour que si jamais quelqu'un écoute cette entrevue-là dans 3, 4, 5 ans, que vous sachiez que c'est 2024. Donc, ça va être quelque chose de magnifique, mais qui a une signification particulière aussi. Parce que, pourquoi c'était important? Je rappelle à ceux qui ne le savent peut-être pas, que l'indépendance d'Haïti, mais c'était fait autour d'une cérémonie vaudou, de Bocaïman. Tout ça a mené à ça, à cette révolte. Le soulèvement est parti de là. Est parti de là, en fait. Ça a conduit. Absolument. Ça a conduit et ça a débouché sur la seule révolution anti-esclavagiste de toute l'histoire de l'humanité qui est réussie et qui est débouchée sur un pays. C'était il y a 220 ans. Et qui a donné cette révolution haïtienne. C'est la révolution des droits de l'homme. Oui, absolument. Qui a donné espoir à beaucoup d'autres peuples, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, etc., pour pouvoir se libérer aussi. Pas seulement espoir, mais qui a aidé cette révolution, a aidé, fourni des armes, fourni de l'argent. Mais ça c'est une autre histoire. Oui. Quand Pétion a aidé Simon Bolivar, on va libérer tout le reste de l'Amérique latine. Non, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on dit que Haïti, on est les premiers peuples noirs à faire l'indépendance et tout ça, ça a une signification pour l'humanité. Majeur. Merci beaucoup Fabienne Cola. Merci. Immense plaisir comme toujours d'échanger avec toi. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Mais ça fait plaisir et puis merci pour ce petit moment passé ensemble. Je regarde ton émission tout le temps et puis là j'y suis, je suis bien contente. Puis, je veux te dire aussi, ça fait tellement longtemps que tu me donnes le micro, que ce soit à la radio, CPAM, que ce soit ailleurs, pour parler justement de tout ce qu'on fait, de nos événements, de nos activités, etc. Puis je pense que tu as un rôle là-dedans, dans ce succès des 20 dernières années, parce que tu as été là depuis le début. Tu as été là, tu as vu les choses avancer. Donc je pense que cette année, c'est l'année aussi où on rend hommage à tous ces gens qui se sont tenus debout avec nous depuis le début, qui ont cru en ce rêve, cette petite qui débarque et qui dit elle va faire des festivals. Donc merci à toi Pierre-Emmanuel pour le soutien. Et puis on invite tout le monde au Festival Haïti en Folie, 24 au 28 juillet 2024. Et au 20 ans, Festival international du film Black de Montréal aussi, 24 au 28 septembre 2024. Voilà, c'est la fin de cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. On espère que vous avez eu autant de plaisir que nous d'entendre Fabienne Cola parler de son parcours et de son travail. On se retrouve la semaine prochaine.